Bonjour tout le monde, mon nom est Joël Lavoie, je suis le directeur général de la Fondation franco-albertaine, une fondation qui travaille pour le développement de la philanthropie afin d'aider les gens qui veulent aider au sein de la francophonie albertaine. Très heureux d'être ici pour l'atelier sur la planification successorale 101. C'est la première fois qu'on le fait avec Edmonton Community Foundation dans le cadre de leur semaine sur Estate Administration. Alors, on est très heureux de faire ça. On organise cela en partenariat avec deux partenaires importants, l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta ainsi que Edmonton Community Foundation, qu'on remercie grandement pour leur partenariat. Et sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Noël Xavier de Edmonton Community Foundation. Great, merci, Joël. Hello, everyone. Unfortunately, my French is not as strong as my name implies, so I would like to welcome you all on behalf of the Edmonton Community Foundation. This is a program that we've been running for a few years now as a tie-in to the Wills Week sessions that we do every October. And it's an important opportunity for us to provide valuable information to our community. And we are thrilled to be partnering with La Fondation Franco-Albertin and AGEFA to participate in this French opportunity for our listeners. So I am going to turn it over to my friend and colleague, Denise Lavallée at AGEFA, to give you a little bit of housekeeping information and introduce our speakers for today. Merci, Noël. Alors, je suis la directrice générale de l'AGEFA et de son centre d'information juridique. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Je voulais vous aviser, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que le webinaire va être enregistré? Oui, il va être enregistré. Il va être disponible par la suite sur les sites web du Edmonton Community Foundation, de la Fondation franco-albertaine et le site web de l'AGEFA. Donc, pendant la présentation, si vous pensez à des questions, vous pouvez en prendre note ou les écrire si vous voyez au bas de l'écran, il y a comme deux petites bulles, puis ça dit Q et R ou Q et A. Si vous pouvez écrire vos questions là-dessus, on va prendre ces questions-là à la fin de la présentation aujourd'hui. Et à la fin de la présentation, on va vous envoyer un petit lien. Donc, je vais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez répondre à une très courte évaluation. C'est une première pour l'AGEFA pour ce qui est Estate Week. Alors, on est très curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, puis si vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait refaire avec nos partenaires. Donc, avant de vous présenter nos formatrices aujourd'hui, je voulais faire une chose et ici, ce serait important aujourd'hui que vous preniez note que tous les renseignements juridiques aujourd'hui sont offerts à titre d'information générale. Alors, ils ne peuvent pas remplacer les conseils d'un avocat. D'ailleurs, à la fin de la session, je vais vous donner un lien aussi vers des avocats comme celles que vous allez rencontrer aujourd'hui qui pourront vous aider avec vos besoins particuliers. Alors, voilà le numéro de téléphone et l'adresse courriel de l'AGEFA si vous cherchez vraiment qu'on vous mette en contact avec des avocates comme vous allez rencontrer aujourd'hui, qui, eux, ils vont vous parler premièrement de planification successorale. Ensuite, du rôle et des responsabilités d'un représentant personnel. Ils vont vous parler de ressources et c'est à la fin qu'on va prendre des questions. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça vous présenter nos deux intervenantes aujourd'hui. Maître Julie Gagnon, elle est diplômée en droit de l'Université de l'Alberta et elle est membre du barreau de l'Alberta depuis 1999. Elle est au sein du cabinet Reynolds, Murth, Richards and Farmer, LLP, à Edmonton. Elle a plus de 20 ans d'expérience à son actif. Elle pratique dans les domaines du droit réglementaire, administratif, ainsi que le droit des successions et plus particulièrement les testaments, successions et fiducies. Alors, elle donne beaucoup de son temps, entre autres, pour animer des ateliers webinaires comme
comme celui-ci. Et ensuite, vous allez rencontrer Maître Shannon James, qui elle est diplômée de l'Université d'Ottawa et membre du barreau depuis 2013. Elle est avocate associée au cabinet Carscallen LLP à Calgary. Elle pratique également dans le droit des successions et plus particulièrement testament, fiducie ainsi que le droit fiscal. Alors, elle a longtemps siégé au conseil d'administration de l'AGEPA et elle est toujours prête à aider l'association et le grand public. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Maître Julie Gagnon. Bonjour et merci. Alors, Denise, je ne vois pas la présentation PowerPoint, mais je crois que vous l'avez déjà mis sur l'écran, c'est ça? Oui, je l'ai déjà mis. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, j'ai mes notes devant moi, alors je continue. Alors, merci beaucoup, Denise, et à la JEFA. Bonjour à tous. Je tiens aussi à remercier Maria Vigneault qui a travaillé très fort à préparer la présentation PowerPoint que vous allez voir aujourd'hui. Alors, ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec Shannon James et nous sommes heureuses d'avoir l'occasion de parler avec vous sur ces questions importantes. Alors, on va passer à la diapo, les lois applicables. Alors, quand on parle du rôle de soit représentant, ça peut être exécuteur, représentant personnel, ces termes sont utilisés. Normalement, ça veut dire la même chose. Alors, quand on parle d'exécuteur ou de représentant personnel aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Alors, en tant que planification successorale, il y a plusieurs lois applicables. Ce n'est pas nécessaire comme testateur ou comme représentant personnel de nécessairement connaître toutes ces lois, mais c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs lois qui s'appliquent à vous et que c'est souvent nécessaire de recevoir de l'avis juridique quand vous êtes dans le rôle d'exécuteur. Alors, certaines lois en Alberta qui sont applicables sont le Wills and Succession Act. Cette loi détermine l'application des testaments, l'interprétation des testaments. Cette loi aussi s'applique quand il n'y a pas de testament pour la distribution aux bénéficiaires. Il y a aussi le Estate Administration Act et cette loi décrit le rôle des représentants personnels, les différents types de lettres qui sont obtenues de la Cour, incluant les lettres d'homologation, d'administration, et la loi aussi s'applique à l'administration de la succession. Il y a aussi les Surrogate Rules and Schedules et ces lois décrivent le processus pour appliquer pour une lettre d'homologation ou d'administration. Et ça touche, ces règlements touchent sur toutes sortes de choses à propos des demandes de la Cour. Le Trustee Act décrit le rôle des fiduciaires. Alors, s'il y a une fiducie créée par un testament, le Trustee Act peut s'appliquer. Le Income Tax Act aussi peut avoir application. C'est une loi qui touche sur les impôts. Alors, quand il y a une succession, les impôts et les lois par rapport aux impôts sont importantes. Il y a aussi le Dower Act. Ça, c'est une loi qui s'applique lorsqu'il y a un conjoint survivant et qu'il y a un logement dans la succession. Il peut y avoir d'autres lois qui s'appliquent aussi, qui ne sont pas listées ici, mais le Family Property Act, dans une situation de... Souvent, cette loi peut s'appliquer dans une situation de divorce ou de séparation. Le Adult Interdependent Relationships Act peut s'appliquer lorsqu'il y a un conjoint de droit commun.
S'il y avait une procuration avant le décès du testateur, il peut y avoir application au Power of Attorney Act, le Personal Directives Act, s'il y avait eu une directive personnelle. C'est à noter que le Power of Attorney Act et le Personal Directives Act cessent lors du décès et puis après ça, c'est le testament qui prend effet. Il peut aussi avoir une loi par rapport aux mineurs dans le Minors Property Act. Alors, si un bénéficiaire est un mineur, cette loi peut s'appliquer. Alors, prochaine diapo. Alors, la question est de est-ce qu'on planifie ou on ne planifie pas pour notre décès? Comme vous allez sûrement le voir dans notre présentation aujourd'hui, nous, en tant qu'avocat, avec nos clients, on essaie de vous faire comprendre l'importance de la planification. Et nous espérons également que nos clients et que vous, comme testateurs, allez comprendre aujourd'hui l'importance non seulement du testament, mais de la bonne planification par rapport à la succession. Alors, en plus de l'importance d'avoir un testament et de bien penser à qui sera votre représentant personnel, c'est important de bien organiser vos documents pour essayer de rendre la vie plus facile à votre représentant personnel. Alors, une bonne organisation de vos documents, incluant tous les documents qui touchent sur vos biens et vos dettes, comme les comptes de banque, les comptes d'investissement, les cartes de crédit, les lignes de crédit, autres dettes, etc. L'importance de bien organiser ces documents et que votre représentant personnel sache où trouver ces documents est très important. C'est un rôle très difficile comme représentant personnel si la personne n'a pas vraiment une bonne idée de quels sont les biens et les dettes de la personne qui est décédée. Alors, avoir tout ça bien organisé, c'est important. Ça serait important aussi pour votre représentant personnel de savoir s'il y a un coffret de sécurité dans une banque, quelque chose comme ça. C'est important pour le représentant personnel de savoir où se trouve le testament. Alors, toutes les choses qui touchent à votre succession, le plus que vous pouvez organiser ça et rendre la vie plus facile pour l'exécuteur, ça rend le rôle beaucoup plus facile. L'autre chose qui est importante dans la planification, dans le cas où il y a des dettes, et souvent on voit ça dans une dette, un prêt qui a été donné par exemple à un parent à leur enfant adulte, c'est bien de documenter c'est quoi l'intention de ce prêt. Est-ce que c'est vraiment un prêt qui doit être payé? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un prêt, mais lors du décès, l'intention est que cette dette n'est pas repayée? Alors, des fois, ceci est adressé dans le testament, mais des fois, ce genre de dette peut être créé après le testament. Alors, c'est bien de laisser des documents qui notent l'intention du testateur. Finalement, il est important dans votre planification de garder vos documents à jour. Alors, il peut y avoir des nouveaux comptes de banque, des nouvelles cartes de crédit. C'est important de temps en temps de penser à vos biens et vos dettes et qu'est-ce qui doit être mis à jour. C'est aussi important de revisiter votre testament de temps à autre pour voir si le testament doit être mis à jour. Alors, est-ce que le représentant personnel que vous avez nommé est encore la bonne personne pour ce rôle? Est-ce qu'il y a des changements dans les bénéficiaires, etc. Prochaine diapo. Alors, quand on parle de la succession, il y a des termes qu'on utilise. Alors, le testateur ou la testatrice, c'est la personne qui fait le testament.
Le représentant personnel, comme j'ai dit, ça c'est l'exécuteur ou l'exécuteur testamentaire, et la personne qui s'occupe de la succession lors de votre décès. Ça peut être une personne et dans certaines circonstances, ça peut aussi être une société de fiducie qui est nommée dans le testament pour s'occuper de l'administration. Une société de fiducie est utilisée normalement si, dans le cas où il y a beaucoup de biens ou d'argent dans la succession, des gros montants qui doivent être gérés, qui sont mieux gérés par une société, ou dans le cas des fois où une personne n'a vraiment pas un grand choix de qui ils peuvent utiliser comme représentant personnel. Mais il y a des coûts aux sociétés de fiducie, alors ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est utilisé très, très souvent. Les bénéficiaires sont les gens qui vont hériter dans la succession. Alors, ça peut être héritier d'une donation, d'un legs ou d'un reliquat. Le reliquat, c'est ce qui reste dans la succession. Et normalement, le reliquat, c'est vraiment la majorité des biens dans la succession. C'est ce qui n'est pas adressé spécifiquement ou directement dans le testament. Et puis finalement, le fiduciaire, c'est la personne désignée pour administrer les fiducies s'il y en a qui sont créés dans le testament. Ça peut être une personne différente de l'exécuteur ou souvent c'est la même personne que l'exécuteur. Alors l'exécuteur est souvent nommé comme exécuteur et fiduciaire. Prochaine diapo. Alors, si on meurt avec un testament, dans plusieurs circonstances, on a besoin d'une lettre d'homologation qui va confirmer la validité du testament et la nomination du représentant personnel. Le représentant personnel nommé dans un testament est valide et il peut s'occuper de la succession sans lettre d'homologation. Cependant, pour certaines sortes de biens, c'est nécessaire d'avoir une lettre d'homologation. Alors, souvent, s'il y a des propriétés telles qu'une maison ou quelque chose comme ça, un chalet, une lettre d'homologation peut être nécessaire. S'il y a des comptes de banque qui étaient dans le nom seulement de la personne qui est décédée, du testateur, une lettre d'homologation peut être nécessaire. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est un couple marié qui avait tous leurs biens dans le nom des deux conjoints. Si un conjoint, quand le premier est décédé, on n'a souvent pas besoin de lettre d'homologation si toutes les propriétés, tous les biens étaient au nom des deux. Et c'est souvent quand le deuxième conjoint est décédé et que la succession passe aux enfants que là, on a besoin d'une lettre d'homologation. Une lettre d'administration testamentaire est une ordonnance de la Cour qui nomme un représentant personnel pour gérer la succession. Ce type de lettre est nécessaire lorsqu'un testament est valide, mais qu'aucun représentant personnel est nommé ou que le représentant personnel ne peut pas agir. Ou dans le cas où il n'y a pas de testament. C'est important de savoir que personne n'a le droit de s'occuper de la succession si le défunt, si un représentant personnel n'a pas été nommé dans le testament et qu'une lettre testamentaire n'a pas été livrée à la Cour. Ces questions peuvent être difficiles et compliquées s'il n'y a pas un représentant ou s'il y a question sur le sujet du représentant personnel. Et dans ce cas, c'est recommandé que vous recevez de l'avis juridique. Okay. Alors, la prochaine diapo.
Alors, c'est important quand on choisit un représentant personnel de comprendre qui peut agir. Alors, si vous avez un testament et vous nommez un représentant personnel, c'est vous qui choisissez qui sera la personne, la meilleure personne pour s'occuper de la succession. Si un représentant n'est pas nommé, il y a un ordre de priorité qui est indiqué dans le Estate Administration Act. Et l'ordre de priorité est le conjoint survivant ou le partenaire interdépendant adulte, les enfants du défunt, les petits-enfants, autres descendants ou les parents du défunt. Ça peut aussi être frère ou sœur. Et s'il n'y a pas de descendants ou d'autres personnes dans cet ordre, le gouvernement peut être impliqué comme représentant personnel. La personne ayant la priorité la plus élevée peut également nommer une autre personne pour être le représentant personnel si elle ou il ne peut pas agir. Par exemple, si une personne meurt sans testament et laisse derrière elle un conjoint, un enfant et un frère, le conjoint est prioritaire pour demander une lettre d'homologation. Si le conjoint ne peut pas être le représentant personnel, il peut désigner une autre personne pour être le représentant personnel. Cette personne, si elle accepte le rôle, devient le représentant personnel avant même l'enfant ou le frère de la personne décédée. Prochaine diapo. Quand on prépare un testament, on peut aussi faire le choix de nos bénéficiaires. Si on meurt sans testament, alors c'est la loi qui choisit les bénéficiaires. Alors, la loi sur les testaments et la succession, la partie 3, indique qui sera les bénéficiaires si vous décédez sans testament. Et premièrement, il y a le conjoint survivant ou partenaire interdépendant adulte. Et les enfants, si les enfants ne sont pas les enfants de le survivant et la personne décédée. Si les enfants sont les enfants survivants, alors le tout va au conjoint et quand le conjoint meurt, là, ça va aux enfants. Alors, l'ordre est le conjoint survivant et comme j'ai dit, ça peut inclure les enfants. Après ça, les descendants du défunt ou de la défunte, les parents du défunt ou de la défunte, les descendants des parents et les grands-parents du défunt ou de la défunte. S'il n'y a pas de descendants, alors sous la loi en Alberta, les biens personnels non réclamés vont à l'État. Okay. Prochaine diapo. Alors, c'est important quand on choisit notre représentant personnel de considérer plusieurs facteurs et c'est important de se poser des questions. Alors, on a des questions ici. Le premier est le lieu de résidence. Alors, si vous avez un représentant qui n'habite pas en Alberta ou au Canada, il peut y avoir des implications. Il y a des implications parfois sur les fiducies, s'il y en a qui sont créés dans le testament. Alors, le lieu de résidence de l'exécuteur ou du fiduciaire peut amener des impôts sur les fiducies. Alors, c'est important de considérer cette question et de recevoir de l'avis juridique s'il y a des fiducies créées dans votre testament et que votre représentant et fiduciaire ne sera pas une personne qui habite en Alberta. C'est aussi plus difficile de gérer une succession si la personne n'habite pas en Alberta.
Alors, ça, c'est une autre question à considération. Et le représentant personnel, s'il n'habite pas en Alberta, peut aussi être obligé de déposer une garantie avec la Cour pour pouvoir être dans le rôle de représentant personnel. Alors, généralement, c'est préférable, si possible, d'avoir un représentant personnel qui a un lieu de résidence en Alberta. L'âge de votre représentant personnel est aussi important. Alors, en général, c'est mieux de ne pas choisir quelqu'un qui est trop jeune. C'est une énorme responsabilité d'être représentant personnel. Alors, même si vous avez des enfants adultes, mais qui ne sont pas, qui sont en bas de l'âge de 25 ans, c'est possible que ce serait encore meilleur d'avoir quelqu'un d'autre dans le rôle de représentant personnel qu'un jeune adulte. Aussi, c'est important de considérer que si votre représentant personnel est assez âgé, que ceci peut aussi causer des problèmes si vous n'êtes pas malade, si vous êtes en bonne santé et vous planifiez vivre encore longtemps et vous avez un représentant personnel âgé, faut penser aussi que leur rôle va peut-être commencer dans plusieurs années. Alors, l'âge du représentant est important. Si vous avez quelqu'un qui a de l'expérience avec le rôle ou un comptable, un avocat que vous connaissez dans votre famille qui est prêt à prendre le rôle, cette expérience peut être importante pour un représentant personnel. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être une des considérations. Le mode de vie. Est-ce que la personne est à la retraite? Est-ce qu'il passe les hivers à quelque part d'autre que l'Alberta? Est-ce qu'ils sont en position de pouvoir accepter cette responsabilité? Alors, ceci peut être des considérations importantes aussi. Si vous avez quelqu'un qui serait un bon représentant, mais qui a une jeune famille et qui sont très, très occupés, ce n'est peut-être pas le bon moment de choisir cette personne comme représentant personnel. La capacité d'objectivité est aussi importante. Alors, est-ce que la personne est capable de traiter toutes les personnes concernées, tous les bénéficiaires d'une manière égale? Est-ce qu'il y a une bonne relation entre le représentant personnel et les bénéficiaires? Ceci aide certainement pour avoir une succession avec le moins de problèmes possible. D'autres questions à se poser. Des fois, les gens veulent nommer plus qu'un représentant personnel. C'est possible de faire ceci, mais ça peut créer aussi, ça peut rendre la succession plus complexe. Alors, s'il y a plus qu'un représentant personnel de nommer, les deux doivent généralement agir ensemble et ça peut rendre la succession un peu plus compliquée. Alors, c'est une autre considération. Prochaine diapo. Alors, c'est très, très important d'avoir des conversations avec la personne que vous voulez nommer comme représentant personnel afin de s'assurer qu'ils savent vos besoins, qu'ils savent qu'ils ont été nommés ou que vous planifiez les nommer comme représentants personnels et qu'ils sont prêts à accepter cette position. Alors, même si vous nommez quelqu'un dans votre testament comme représentant personnel, ils ne sont pas obligés de prendre le rôle lors de votre décès. Alors, généralement, c'est mieux d'en parler avec le représentant personnel et d'avoir et qu'ils vous indiquent que oui, ils sont prêts à prendre ce rôle pour que ce ne soit pas une surprise lors de votre décès. Et vous pourriez aussi discuter avec eux à ce moment-là où le testament
est gardé, où sont vos documents, quelles sont vos intentions, etc., pour qu'ils se sentent bien préparés pour prendre le rôle. Dans le possible, la mesure du possible aussi, si votre situation de famille le permet, c'est une bonne idée d'avoir une discussion avec les membres de votre famille, avec vos enfants adultes, pour leur expliquer le choix que vous faites pour le représentant personnel. Si c'est un de plusieurs enfants que vous allez nommer, ça peut aider d'avoir la discussion d'avance pour qu'il n'y ait pas de surprise lors de votre décès. Alors, une bonne communication avec votre représentant personnel au moment où vous pensez de les nommer dans votre testament, c'est important. Ça donne aussi la chance aux représentants personnels de vous poser des questions ou de s'assurer qu'ils sont confortables à prendre le rôle. Merci, je vais passer ça maintenant à Shannon. Merci beaucoup, Julie, et merci tout le monde pour votre accueil très chaleureux aujourd'hui. J'aimerais changer de rythme maintenant et de parler un peu du rôle et des responsabilités d'un représentant personnel. Et on va se pencher un peu sur la question que vous apprenez que vous avez été nommé comme exécuteur testamentaire. Que devez-vous savoir? Et juste un petit rappel que cette présentation n'est qu'une feuille de route générale. Les tâches que vous devez accomplir dépendront des faits, des circonstances spécifiques de la succession. Il n'y a pas deux administrations successorales identiques. Et je vous encourage très fortement de demander conseil si vous vous retrouvez dans le rôle d'exécuteur testamentaire. Merci beaucoup, Denise. Comme Julie a déjà mentionné, les gens se sentent souvent honorés d'être choisis comme exécuteur testamentaire, mais ils réalisent ensuite que c'est un travail énorme. Donc, quels sont les rôles et les responsabilités du représentant personnel? Ces rôles sont maintenant affichés sur la diapositive et ça vient de la Common Law, mais aussi de la Estate Administration Act, un statut que Julie nous a déjà parlé un peu. Et la première responsabilité de l'exécuteur testamentaire, c'est de prendre au sérieux son rôle de représentant personnel. L'un des commentaires que j'entends le plus souvent de la part des clients qui sont exécuteurs, c'est qu'il s'agit d'une tâche bien plus importante que ce qu'ils avaient prévu. Ce n'est pas un engagement occasionnel, c'est un travail sérieux, parfois très onéreux et parfois ingrat. On n'est pas souvent remercié pour ce travail. Ça prend du temps, ça peut être difficile et stressant et ça demande beaucoup d'attention. Donc, il faut absolument que le représentant testamentaire prenne son rôle au sérieux. Prochaine responsabilité, c'est d'agir de bonne foi et agir honnêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire de son mieux pour accomplir la tâche, d'avoir les meilleurs intérêts des bénéficiaires en tête lors de l'administration successorale et de faire la job aussi bien que possible. Troisième responsabilité, c'est de se conformer aux volontés du testateur comme exprimé dans le testament. Et ça peut être difficile pour certaines personnes, surtout si le testament dit quelque chose que l'exécuteur n'aime pas personnellement. Cependant, le travail consiste à suivre les souhaits du testateur tel qu'indiqué dans le testament. Et s'il n'y a pas de testament, là, il s'agit de suivre la loi ou les conseils de la Cour, les ordonnances de la Cour. L'exécuteur doit faire preuve de diligence et de compétence dans l'exercice de leurs fonctions. Comme j'avais déjà mentionné, il faut faire son mieux et agir de façon honnête et de bonne foi. Et aussi de répartir la succession, de distribuer les biens aussitôt que possible. Prochaine diapositive. Merci beaucoup. Les gens sont souvent surpris d'apprendre que c'est l'exécuteur testamentaire et non les membres de la famille qui est chargé de s'occuper de la dépouille des défunts. Donc, c'est l'exécuteur testamentaire qui est en charge d'organiser des funérailles et de faire tout ça.
Et ça peut être important si l'exécuteur testamentaire n'est pas un membre de la famille proche. Donc, idéalement, le défunt aurait organisé leur funérailles de leur vivant, mais si ce n'est pas le cas, c'est à l'exécuteur testamentaire, idéalement en consultation avec la famille, de prendre les décisions concernant la dépouille et les services funéraires qui seront organisés. L'exécuteur doit aussi déterminer les biens et les dettes de la succession. Et ça, c'est très important. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on prend en charge, quels sont les actifs, quelles sont les dettes. Et c'est important pour deux raisons. D'abord, c'est parce que c'est de ça que vous êtes en charge, mais aussi, si vous avez besoin de faire une demande pour des lettres d'homologation, la Cour va avoir besoin de cette information aussi. Donc, déterminer quels sont les biens et les dettes. Vous devez administrer et gérer la succession. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend, et on va en parler dans les prochaines diapositives. C'est de rembourser les dettes, répondre aux obligations de la succession, donc payer les taxes, payer la carte de crédit, etc. Et ensuite, de s'assurer de la répartition de la succession et rendre compte de son administration. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans les prochaines diapositives, nous allons passer en revue un grand nombre des tâches que l'exécuteur va devoir accomplir, et c'est une liste non exhaustive. Tout ce que vous aurez à faire ne va pas nécessairement figurer sur la liste, et pas toutes les tâches vont s'appliquer dans tous les cas. Ça dépend des caractéristiques particulières de la succession, et sans ordre particulier, certaines étapes que vous allez avoir à accomplir dans l'immédiat, c'est d'abord d'entretenir et sécuriser les biens du défunt. J'ai récemment eu un cas où la personne décédée n'a malheureusement pas été retrouvée pendant plusieurs jours. Et lorsque la personne a finalement été découverte, la maison a dû être décontaminée. C'était un risque biologique. Et de telles situations ne peuvent pas toujours être évitées, mais dans la mesure du possible, l'exécuteur doit prendre des mesures immédiates pour sécuriser la maison, les objets de valeur, de retirer les denrées périssables et d'enlever les animaux domestiques. Dans le cas que j'avais mentionné, il y avait 3 chats qui, très tristement, étaient aussi décédés parce qu'il y avait personne qui était venu prendre soin d'eux. Donc, très important d'aller dans la maison et entretenir, sécuriser les biens. Il faut ensuite déterminer qui sont les bénéficiaires de la succession, trouver leur nom et leurs adresses. C'est important parce que c'est ces personnes-là qui vont recevoir la succession, mais aussi si vous devez faire une demande de lettre d'homologation, c'est très important et la Cour va avoir besoin de cette information aussi. Il faut s'occuper des assurances. S'il y a une maison, il faut s'assurer qu'il y a une vacant insurance, vacant property, une politique pour une maison pas occupée par quelqu'un. S'il y a des véhicules, il faut s'assurer qu'il y a des assurances pour ça aussi. Et s'il y a des assurances vie, vous devez être en contact avec la compagnie d'assurance parce qu'il y a des dates limites pour faire ça. L'exécuteur doit ensuite trouver le testament et lire le testament pour bien comprendre ses responsabilités. Donc, s'il y a des instructions concernant les dons d'organes, concernant les funérailles, l'inhumation, ça peut être indiqué dans le testament. Donc, très important de voir le testament. Ensuite, il faut fermer les comptes bancaires, donc contacter la banque. Et souvent, la banque va geler le compte en attendant que la Cour émet des lettres d'homologation. Comme j'avais déjà mentionné, l'exécuteur va devoir dresser un inventaire de voleurs et d'acheminer le courrier, prendre note excuse-moi, s'assurer que quelqu'un va recevoir le courrier. Et ça peut être plus compliqué parce que souvent les gens vont avoir leur courrier par courriel. Donc, si c'est le cas,
l'exécuteur devrait aller dans le courriel du défunt pour s'assurer que le chauffage est payé, les assurances sont payées, etc. Et très important, l'exécuteur testamentaire devrait aussi prendre note des limitations et des échéances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les dates d'importance. Par exemple, quand est-ce qu'il faut payer l'impôt sur le revenu du défunt? Le défunt est-il impliqué dans un procédé juridique? Est-ce qu'il a des créances à faire valoir? Certaines démarches doivent être accomplies dans un délai, donc c'est très important de regarder quelles sont les dates d'échéance et les limitations. Prochaine diapositive. Encore sans ordre particulier, d'autres étapes à accomplir. L'exécuteur devrait publier des avis de recherche de créanciers. Et ça, c'est très important parce que l'exécuteur peut être responsable des dettes de la succession si l'exécuteur distribue tout l'actif de la succession sans avoir pris des démarches pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dette ou de créanciers. Donc, c'est très important et je suggère souvent à mes clients qui sont exécuteurs de publier un avis dans le journal local pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres créanciers avant de distribuer la succession. Préparer la comptabilité de la succession, ça c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une obligation de l'exécuteur de le faire. Et aussi, c'est nécessaire de rendre compte de l'administration aux bénéficiaires. Donc, on suggère aux exécuteurs de garder toutes les reçus, de prendre en note tout ce qu'ils ont dépensé, de garder leurs informations sur ce sujet. Peut-être que vous allez avoir à demander des lettres successorales. Je pense que Julie a tout expliqué ça, donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. L'exécuteur est responsable de préparer les déclarations d'impôt, donc ça implique l'obligation de trouver les documents nécessaires, d'aller chez le comptable et de préparer les impôts pour le défunt. L'exécuteur aurait peut-être à retracer des sommes dues au défunt, ainsi que les sommes que le défunt doit à quelqu'un d'autre. Donc, si le défunt a fait un prêt à quelqu'un, l'exécuteur va devoir aller s'assurer que la succession reçoit l'argent. Et de l'autre côté, si le défunt avait une carte de crédit, par exemple, c'est l'exécuteur qui va payer la carte de crédit avec les fonds de la succession. L'exécuteur peut embaucher un avocat et c'est souvent une bonne idée. L'exécuteur est responsable de céder ou vendre des biens, gérer et fermer les comptes de médias sociaux. Et comme j'avais mentionné au tout début de ma présentation, de prendre les arrangements nécessaires pour des animaux de compagnie. Donc, certaines tâches à accomplir. J'ai parlé un peu des impôts et c'est très, très, très important de bénéficier d'un conseil fiscal compétent lorsqu'il s'agit d'une succession. Je conseille d'aller voir un comptable et pas H&R Block nécessairement, en particulier si le défunt a une entreprise. Donc, très, très important d'avoir des conseils sur les impôts. Les impôts pour les successions sont souvent plus compliqués que pour une personne vivante. Et les questions fiscales peuvent avoir de très lourdes conséquences pour l'exécuteur testamentaire. J'avais mentionné il y a quelques instants que l'exécuteur testamentaire peut être responsable des dettes de la succession dans certains cas. C'est aussi le cas pour les taxes. Donc, très important d'aller obtenir des conseils concernant les impôts.
J'avais mentionné tout d'abord que, j'espère que vous ne pouvez pas entendre mon collègue de l'autre côté du mur, mais c'est l'exécuteur testamentaire qui va préparer ou faire les déclarations d'impôts, payer les sommes dues. Et parfois, si la succession, l'administration de la succession va prendre plus de temps, peut-être s'il y a des entreprises à fermer, des biens à vendre, l'exécuteur va peut-être vouloir faire une répartition provisoire. En anglais, on dit interim distribution. Si c'est le cas, l'exécuteur va devoir s'assurer qu'il reste encore assez d'argent pour payer des dettes fiscales estimées, ainsi que les autres dépenses de la succession, les horaires, les frais juridiques, les frais pour le comptable et aussi la rémunération pour le représentant personnel. Donc, si jamais vous pensez à faire une répartition provisoire, très important de s'assurer qu'il reste assez d'argent pour payer les autres dépenses. La troisième chose, c'est que l'exécuteur testamentaire devrait obtenir l'acquis des autorités fiscales. En anglais, on dit clearance certificate. Effectivement, c'est un document qui certifie que toutes les taxes sont payées, tous les impôts sont payés, que le défunt et sa succession n'a plus de dette fiscale, n'a plus d'obligation fiscale due. Et l'Agence du revenu du Canada accepte que les impôts sont payés et l'exécuteur peut distribuer la succession sans avoir d'inquiétude concernant les impôts. Donc, ça, c'est très important. Et quand c'est fait, l'exécuteur serait en mesure de faire la répartition finale de la succession. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. J'ai parlé tantôt de rémunération du représentant personnel. C'est un travail très important et un représentant personnel a droit à une compensation. Très important de se rappeler que c'est un revenu imposable dans les mains de l'exécuteur. Donc, si vous recevez une compensation, une rémunération pour le travail de représentant personnel, vous devez payer des impôts sur cette compensation. Ça peut changer, ça peut avoir des conséquences pour l'exécuteur aussi. Donc, faites attention aux paliers d'imposition. Parfois, ça ne vaut pas la peine d'avoir une compensation si ça va augmenter les taxes que vous allez payer de façon importante. Donc, quelque chose à garder en tête. Souvent, la rémunération du représentant personnel est indiquée directement dans le testament. Donc, ça peut donner un formulaire, un montant, etc. Si c'est le cas, ça, c'est la rémunération. Mais si la rémunération n'est pas indiquée dans le testament, le représentant personnel va devoir faire une demande de compensation auprès des bénéficiaires ou de la Cour. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, parlant de rémunération du représentant personnel, ça varie énormément et c'est calculé, déterminé en fonction des considérations particulières de la succession. Donc, nous avons mis quelques facteurs à considérer. Donc, tout d'abord, la valeur brute de la succession. Évidemment, on ne va pas demander une compensation de 100 000 $ si la succession vaut 100 000 $. Quels sont les débours, des dépenses, des reçus? Ça peut avoir un impact sur la rémunération du représentant personnel. Selon moi, la complexité des tâches ou des situations inhabituelles ou épineuses, ça, c'est quelque chose de très important. Si ce n'est pas compliqué, on ne va pas demander une compensation très élevée,
mais peut-être que le représentant testamentaire va mériter plus de compensation si c'est une situation compliquée. Donc, si vous n'avez rien à faire que de payer les impôts et ensuite sortir de l'argent de la banque et envoyer des chèques aux bénéficiaires, ça mérite peut-être moins de compensation que si vous avez eu à vendre une ferme, gérer une entreprise, vendre des biens uniques comme de l'or ou je ne sais pas. Donc, la complexité peut avoir un impact sur le montant de compensation que le représentant personnel va recevoir. Même chose si la succession, l'administration exige des compétences spécialisées, des connaissances spécialisées. Donc, si l'exécuteur testamentaire est un comptable et a eu besoin d'utiliser ses connaissances particulières pour accomplir les tâches de l'administration, peut-être qu'une compensation plus élevée est appropriée. Un autre facteur, c'est le temps consacré, mais notez que d'habitude, on ne parle pas d'un taux horaire. Je vois souvent des clients qui ont gardé un compte-rendu de ce qu'ils ont fait avec le temps consacré, mais c'est souvent pas question de prendre le nombre d'heures et multiplier par un taux horaire. C'est souvent plus compliqué que ça. Et il faut aussi se rappeler que la succession ne doit pas payer pour le même travail 2 fois. Donc, si vous avez payé des experts pour faire les tâches du représentant personnel, et c'est permis de faire ça, l'exécuteur ne devrait pas être payé pour ça. Par exemple, si le représentant personnel a engagé une compagnie pour nettoyer la maison, c'est la compagnie qui est payée, pas le représentant. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est certains facteurs. Ce n'est pas une liste exhaustive. Souvent, c'est un exercice assez compliqué pour déterminer la compensation payable. J'entends souvent des clients dire que, oh, j'ai entendu parler de 2% de la valeur brute de la succession ou 5% de la valeur brute de la succession. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la compensation dépend des circonstances. Donc, quelque chose de très important, surtout parce que c'est un travail énorme, être exécuteur testamentaire, c'est un travail payé. Sur ça, je pense que je vais céder la parole à Julie. Et si vous avez des questions à la fin, je serai prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Shannon. Alors, là, on voit nos contacts, nos informations contacts. Ça nous ferait plaisir de prendre des questions s'il y en a. Je pense qu'on a aussi une diapo sur des ressources à la prochaine diapo. Alors, voilà quelques ressources pour vous. Et puis, maintenant, s'il y a des questions, ça nous ferait plaisir de les prendre. Oui, alors je vais vous formuler les questions qui ont été mises dans les questions et réponses. Et s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours les écrire là également. Une des premières questions, c'est est-ce qu'un testament fait dans une autre province est valide? Alors, la réponse, ça dépend. Ça, c'est la réponse préférée des avocats. Si le testament conforme aux lois de l'Alberta, les exigences dans les lois de l'Alberta, alors oui, il serait valide. Un exemple, en Alberta, un testament préparé doit être témoigné par 2 témoins.
qui signe aussi le testament. Alors ça serait une des exigences comme exemple. Alors, si vous n'êtes pas sûr, ça serait bien de recevoir de l'avis juridique sur votre testament. Petite question rapide, qu'est-ce qu'une fiducie exactement? Je peux prendre cette question, à moins que Julie veut prendre la question. Non, vas-y, Shannon. Une fiducie, en anglais, on appelle ça a trust. C'est une relation juridique où une personne, le fiduciaire, trustee, va gérer des biens pour le bénéfice d'une autre personne, le bénéficiaire. Donc, en gros, c'est ça une fiducie. Excellent, merci. Une autre question. Shannon, tu as mentionné qu'on pouvait être accompagné par un avocat. Est-ce qu'on devrait être accompagné par un avocat? Est-ce que généralement, parce qu'on a vu que c'est assez complexe comme processus? Ça dépend de la situation. J'encourage très fortement aux personnes qui ont été nommées comme exécuteurs d'aller au moins en parler un peu avec un avocat au début. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné d'un avocat tout au long du processus, mais c'est souvent une bonne idée de dépenser un peu d'argent pour avoir des conseils et à rappeler que la grosse majorité du temps, ces frais sont des frais de la succession et non de l'exécuteur personnellement. Donc, je conseille très fortement d'aller parler avec un avocat, au moins au début, juste pour savoir c'est quoi mes responsabilités et comment faire pour accomplir la tâche. Merci. Est-ce que c'est une bonne idée de nommer une série de successeurs? Donc, je nomme mon frère, mais si mon frère est décédé, ça sera mon neveu. Puis si mon neveu n'est pas disponible, est-ce que c'est une bonne idée de mettre une certaine ordre de priorité au niveau des exécuteurs dans son testament? Je peux prendre celle-là, Shannon, si ça te va. Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet de penser à différentes choses qui pourraient se passer au lieu d'être obligé de refaire le testament si quelque chose arrive à un de vos représentants ou pendant que vous êtes vivant, vous ne le saurez peut-être pas que quelqu'un ne sera pas en mesure de prendre le rôle. Alors, c'est bien de pouvoir prévoir pour d'autres exécutants. On a quelques questions sur les testaments qui sont des gens qui sont exécuteurs pour quelqu'un qui est à l'extérieur de la province ou à l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez des recommandations ou des suggestions comment ces gens-là peuvent traiter pour quelqu'un qui est exécuteur, pour quelqu'un qui est au Québec, pour quelqu'un qui a une fille qui va être récipiendaire qui est en France, par exemple? Ça serait de recevoir de l'avis juridique où le décédé, la personne décédée est située. Je crois que ce serait important. Shannon, je ne sais pas si vous avez d'autres recommandations. Non, malheureusement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que d'habitude, c'est la loi dans la juridiction où la personne décède qui va gérer la succession. Donc, je suis d'accord, ce serait une bonne idée d'aller obtenir des conseils dans cette juridiction. Et si, peut-être rajouter à ça, juste d'une façon pratique, s'il y a une autre option comme exécuteur, de vraiment penser à si vous êtes la meilleure personne pour ce rôle, parce que ça va peut-être vouloir dire qu'il y a beaucoup de voyages à faire, donc si c'est au Québec, comme vous avez dit, plusieurs voyages pour aller à Québec ou passer un certain montant de temps pour s'occuper de la succession. Plusieurs choses peuvent se faire en ligne, mais pas tout peut se faire en ligne. Alors, ce serait une considération peut-être de penser comment compliquer la succession et qu'est-ce que ça veut dire pour l'exécuteur en tant que le nombre de voyages et tout ça à faire. Excusez. Excellent. Un grand merci. On a remis les coordonnées de nos deux intervenantes. Il y a des gens qui nous l'ont demandé dans les questions, entre autres. Alors, n'hésitez pas à prendre une photo de leurs coordonnées si jamais vous voulez les utiliser comme ressources. Ce sont certainement des très bonnes ressources. Je ne sais pas si Noël et Denise, vous avez un dernier commentaire, une question avant qu'on... Oui,
Merci beaucoup, Shannon et Julie. J'aurais voulu vous partager le lien vers l'évaluation et vers toute la liste d'avocats en succession, mais je n'arrive pas à avoir accès au chat de groupe. Donc, on va s'organiser avec Edmonton Community Foundation pour qu'ils vous l'envoient par la suite. Donc, c'est ça, on a les... Yeah, Denise, I've just put it in the chat for Oh. everyone. Excellent, So thank I you. think everyone should be able to see it now. Okay, great. Ça fait que c'est bon. S'il n'y a pas autre chose, un très grand merci, évidemment, à nos deux intervenantes, Maître Gagnon, Maître James, c'est très apprécié. Un merci aussi à Edmonton Community Foundation et à l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta. Mon nom est Joël Lavoie de la Fondation franco-albertaine. Je tenais également à vous remercier chacun d'entre vous de vous informer. Comme Maître James l'a souligné, c'est une grande tâche et c'est important de la faire avec intégrité et le plus possible d'honnêteté et de bonne volonté. Et le fait que vous êtes présents ici aujourd'hui démontre le sérieux que vous démontrez à ça. Parlez-en aussi dans votre réseau sur l'importance de vous informer. Tout ce que vous allez chercher comme information avant, d'avoir un testament en ordre, d'avoir une succession qui est claire, c'est un cadeau que vous laissez aux gens qui vont rester en arrière parce que sinon, ça demande beaucoup plus de travail. C'est souvent beaucoup plus complexe. Alors, je vous invite une dernière fois à répondre à l'évaluation. Elle est dans le chat présentement. S'il vous plaît, prenez quelques minutes, cliquez là-dessus et répondez au questionnaire. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie encore une fois tous pour votre présence. Bonne journée. Merci, bonne journée.